Aujourd'hui, on va commencer toujours dans le cadre de la continuité pédagogique, on va commencer une petite révision sur la transmission de puissance par engrenage. Le cours d'aujourd'hui est destiné aux élèves de deuxième année STM, sciences et technologies mécaniques, ainsi qu'aux élèves de deuxième année aussi, sciences et technologies électriques. Très bien. Donc, l'unité ou bien le sujet d'étude, le système d'étude aujourd'hui, c'est une unité de protection pour abri de piscine. Alors, le système d'étude, on va mettre en situation notre système. Le système d'étude est une unité de protection pour protéger les eaux de piscine contre les saletés. Cette unité de protection est composée de deux volets. Comme vous voyez, les volets sont des volets télescopiques. Vous pouvez le voir ici sur ce dessin. Et là, en perspective isométrique, c'est encore plus clair. Des volets télescopiques coulissantes pour couvrir la piscine. Donc, pour couvrir toute la piscine, ce volet-là, il va translater, d'accord, pour couvrir la piscine. Comme ça, il va protéger les eaux du bassin. Il est composé aussi de deux motoréducteurs pour déplacer les volets. Alors, pour déplacer ces volets-là, donc on aura besoin d'un motoréducteur de deux, l'un de ce côté et l'autre de l'autre côté. Puis, des rails pour guider les roues en translation suivant cet axe, suivant l'axe de Z. Donc, des rails, voilà les rails sont là. Tout ça, ce sont des rails, la même chose ici. Des rails pour guider les roues en translation suivant l'axe Z. Voilà donc la situation sur laquelle on va travailler. Bien sûr, nous allons travailler sur le motoréducteur, qu'on va par la suite faire le choix du moteur adéquat pour réaliser cette fonction-là. On va commencer bien sûr avec une petite analyse fonctionnelle, partielle. Donc le diagramme que vous voyez sur le tableau, c'est un diagramme phase partielle relatif à la fonction protéger le bassin. Bien sûr, pour protéger le bassin ainsi que les baigneurs, la première fonction technique, c'est couvrir la piscine. Alors, quelle est la solution technologique qui permet de réaliser cette fonction technique, couvrir la piscine? Bien sûr, ce sont les volets télescopiques qu'on vient de voir tout à l'heure dans la mise en situation. Maintenant, pour protéger, il faut couvrir, puis il faut aussi motoriser les volets. Alors, comment faire pour motoriser les volets? Il faut convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Alors, grâce à quoi? Grâce à deux moteurs. Donc, les deux moteurs qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, les deux moteurs que vous voyez ici. Très bien. Maintenant, pour adapter l'énergie mécanique, donc, on sait bien qu'un moteur électrique, sa vitesse de rotation est très grande. Maintenant, pour adapter cette énergie mécanique, la vitesse et le couple, on va utiliser un réducteur. Dans ce cas, on va utiliser deux réducteurs parce que nous avons deux moteurs avec deux réducteurs. Très bien. Alors, quelle est la fonction des rails? La fonction des rails, c'est guider en translation les roues. Donc, pour guider les roues des volets, donc, on utilise des rails. Très bien, donc voilà. Donc, en voyant juste sur ce schéma-là, on peut remplir le phase suivant. C'est très simple. Maintenant, on va passer à la transmission de puissance. La motorisation des volets télescopiques qu'on vient de voir tout à l'heure pour former l'abri de la piscine est assurée par deux motoréducteurs identiques. L'étude sera limitée à un seul motoréducteur à deux étages. Donc, l'étude, bien sûr, se fera sur un seul. Le réducteur associé au moteur électrique adapte l'énergie mécanique de rotation et entraîne en sortie la roue motrice 28. Voilà, elle est là, si vous la voyez bien. La roue 28, guidée en translation sur les rails. On vous donne un cahier de charge. Alors, le cahier de charge impose une vitesse linéaire de déplacement des volets avec une vitesse V égale à 0,27 mètres par seconde, puis un couple minimal sur la roue motrice 28 qui est égal à 85 Nm. Donc voilà les données
du problème. Donc le cahier de charge nous impose une vitesse de déplacement des volets de 0,27 mètres par seconde et un couple sur la roue 28 de 85 Nm. Donc voilà, donc comme vous voyez ici, notre réducteur est composé de 2 étages. Le premier étage, c'est celui-là, ce sont des roues, ce sont des engrenages à denture conique. Puis nous avons un autre engrenage, des engrenages cylindriques à denture droite. Voilà. Puis vers l'effecteur qui est la roue 28. Très bien. On donne maintenant sur le schéma synoptique et les caractéristiques de la motorisation. Donc, vous avez ici le moteur avec les plaques signalétiques qui donnent une puissance de 500 watts, ça veut dire 0,5 kW. Puis vous avez le réducteur, nous avons un réducteur à 2 étages. Le premier étage est le composé des engrenages coniques 2 et 5, comme vous voyez ici sur le tableau. Et l'étage 2 est le composé d'un train d'engrenage 7, 11 et 15. Voilà, donc vous avez 3 roues ici, une roue intermédiaire 15, et vous avez 7, puis 15. Voilà les caractéristiques de chaque étage. Donc on donne le nombre de dents, le module, l'entre-axe entre les axes des roues dentées, puis le rendement du premier engrenage qui est égal au rendement du deuxième engrenage qui est égal à 0,85. Puis à la sortie, c'est la roue 28 avec un diamètre, ici, celle-là, avec un diamètre de 150 mm. Donc voilà les données, si vous voulez, les caractéristiques de cette motorisation. Voilà donc le dessin d'ensemble de notre réducteur, de notre système, donc des rails. Donc là, c'est la perspective, ça, sous le dessin technique, le dessin de projection. Donc, vous pouvez voir ici le moteur, là-bas, ici, le moteur. Vous avez l'axe. Nous avons une roue dentée. La première roue dentée, c'est une roue dentée à denture conique. Puis là, la deuxième roue, la plus grande. On va transmettre par la suite le mouvement à l'arbre 7, celui-là, à l'arbre 7, qui va transmettre vers le premier engrenage, c'est celui-là, et le deuxième engrenage, c'est celui-là. Donc vous avez une roue, la première roue, deuxième qu'on appelle intermédiaire, puis la troisième roue, puis le mouvement passe vers la roue 28, voilà, sur les rails de guidage. Voilà, donc ça c'est le dessin d'ensemble de notre système étudié, comme vous le voyez ici en perspective. Donc le travail demandé ici est de compléter le tableau cinématique minimal. Donc voilà, donc vous avez dans ce tableau les liaisons et le nom de chaque liaison. Puis bien sûr, on va compléter les différentes liaisons dans le schéma cinématique qui est là. Voilà. Très bien, donc juste en regardant, en analysant un petit peu le dessin d'ensemble, on pourra compléter le schéma cinématique. D'accord? Donc, la première des choses, les liaisons entre la pièce 11, 29 plus cet ensemble-là, l'ensemble 29 plus 34, c'est un ensemble de pièces qui sont fixes. Donc, toutes les pièces-là, toutes les liaisons qui vont être réalisées, c'est par rapport à cet ensemble fixe, comme vous le voyez, 29, donc cet ensemble qui est fixe. Donc, je vais voir ici la pièce 11, voilà, la pièce 11, elle est là, et par rapport, sa liaison par rapport à l'ensemble de pièces fixes, c'est une liaison rotule, elle est déjà dessinée là, c'est une liaison rotule. Maintenant, la pièce numéro 2, voilà, c'est cette pièce-là, voilà, c'est la roue dentée à denture conique, c'est celle-là, d'accord? C'est une liaison pivot, voilà, comme vous voyez sur le dessin là. Donc c'est une liaison pivot entre l'ensemble et la roue. De même pour la pièce numéro 7, on va voir la liaison ici, c'est une liaison pivot. Donc vous voyez sur le dessin là, c'est une liaison pivot. De même, alors pour 15 maintenant,
15, voilà, la pièce 15. Alors la pièce 15 est en liaison comment par rapport à l'arbre? Là, c'est une liaison encastrement. C'est liaison encastrement, c'est normal puisque donc c'est celle-là. Voilà, c'est une liaison encastrement réalisée par clavetage ici. J'ai oublié de dire la liaison ici, la première liaison pivot, bien sûr, elle est réalisée par les roulements, par des roulements là. La deuxième liaison pivot, elle est réalisée par ces roulements-là, roulement 10, plus le roulement, c'est quel roulement-là? C'est roulement 9 et 10. Donc voilà, elle est réalisée, donc cette liaison pivot est réalisée par ces roulements-là. Si je, ici là, elle est réalisée par les encastrements de 15 avec 25, réalisée par un clavetage, puis un écrou à encoche et ça rendait le frein. Maintenant, pour la piste numéro 25, où est-elle? Elle est là, voilà, l'axe 25. Donc, c'est une liaison pivot. Alors, elle est réalisée par quoi? Elle est réalisée par ce roulement-là, c'est quel roulement? C'est le roulement 21, plus la pièce numéro 24, c'est son douille, c'est un douille à rotule, donc un roulement à aiguille que vous voyez ici, voilà, celle-là, la pièce numéro 24. Donc, les deux réalisent une liaison pivot. Puis enfin, la pièce 15, par rapport à la pièce 15, voilà, c'est une liaison encastrement, ici, voilà, elle est réalisée par ces vis-là, les vis 26. Donc, c'est une liaison encastrement pour lier l'axe, cet axe 25, cet axe 15 avec la roue, avec cette roue, la grande roue 28, 27 plus 28. Voilà, donc ça c'est pour le schéma cinématique. Maintenant, pour compléter le tableau des liaisons et le schéma cinématique, donc on a terminé le schéma cinématique, on va compléter le tableau. Donc, les liaisons, donc comme vous voyez, vous avez un axe, vous avez l'axe X, Y, Z. Donc, la première liaison, la liaison rotule normalement, il a 3 degrés de liberté, suivant l'axe X, Y et Z. La liaison pivot, il a un seul degré de liberté suivant l'axe Y. La liaison pivot de même, il a un seul degré de liberté pour cette liaison 7 par rapport à l'ensemble, mais cette fois suivant l'axe X. Pour la liaison encastrement, 0 degré de liberté, comme vous voyez. Et pour la liaison pivot, la dernière, c'est un seul degré de liberté suivant l'axe des X. Voilà, bon, je crois que c'est simple, vous arrivez quand même à faire cette question. Maintenant, on va compléter le tableau en donnant la désignation et la fonction des pièces proposées. Alors, la première pièce, 23, c'est quoi 23? Alors, comme vous la voyez ici, 23, c'est une vis, ou bien c'est un bouchon, si vous voulez, on l'appelle vis-bouchon, d'accord? Elle est là. Quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est assurer la vidange d'huile en cas de besoin. Assurer le vidange, bien sûr, là. Alors, pourquoi il va assurer le vidange d'huile? Parce que dans cette zone-là, normalement, elle doit être remplie d'huile pour la lubrification des engrenages. Donc, par opération de barbotage, donc il va essayer de... Donc, cette huile-là, au fur et à mesure de l'utilisation, elle va s'user. Donc, on doit quand même le vider. Donc, on va faire ce qu'on appelle le vidange. Donc, en agissant sur la pièce 33, ce vis-bouchon, comme ça, donc en le manœuvrant, en le desserrant, on va faire le vidange. Maintenant, la pièce 20, où est-ce qu'il est? Voilà, la pièce 20, elle est là, hein, comme vous le voyez, dans cette zone-là. Je ne sais pas ce que vous la voyez bien. Alors, c'est quoi ça? Ce sont des joints à lèvres. Ce sont là, les joints à lèvres. Voilà, ce sont des joints à lèvres. Bien sûr, le rôle des joints à lèvres, c'est quoi? C'est réaliser la fonction étanchéité. C'est assurer l'étanchéité dynamique entre 23 et 29. Ça veut dire empêcher l'huile l'huile de lubrification de sortir vers l'extérieur. C'est ça la fonction des joints à lèvres en général. Assurer l'étanchéité. Maintenant, la pièce 6. La pièce 6, c'est une clavette parallèle, comme celle-là, sur l'autre axe.
La clavette parallèle, son rôle, c'est réaliser une liaison encastrement, c'est éliminer la rotation entre l'arbre, entre 5 et 7, et réaliser ce qu'on appelle une liaison encastrement. Maintenant, la troisième question, quel est l'intérêt de l'utilisation de renvoi d'angle conique? Pourquoi on a utilisé un renvoi d'angle? C'est quoi déjà un renvoi d'angle, hein, pour vous rappeler? Le renvoi d'angle, c'est ça. Un renvoi d'angle est composé d'une roue conique, d'un engrenage conique, la première roue et la deuxième roue, donc ce qu'on appelle un renvoi d'angle. Donc, quel est l'intérêt de l'utilisation de ce renvoi d'angle? L'intérêt, c'est de transmettre le mouvement de rotation entre deux arbres qui sont concurrents. D'accord? Qui sont concurrents, mais cette fois-ci, c'est perpendiculaire. D'accord? Donc, voilà ce qu'on appelle un renvoi d'angle. Je passe maintenant aux questions. Alors, maintenant, je passe au calcul pour la transmission de mouvement. La dernière question, c'est ça. Notre but, c'est est-ce que ce réducteur répond-il à la condition qu'on a posée dès le départ sur le cahier de charge? C'est quoi? C'est déplacement des volets avec un couple minimal de C28 de 85 et une vitesse de 0,27 mètres par seconde. Alors, pour tout ça, pour vérifier ces conditions-là, on doit répondre à toutes ces questions. D'accord? Voilà la première question. En tenant compte de la vitesse linéaire imposée V est égal à 0,27, on va calculer la vitesse angulaire oméga 28 de la roue motrice. Puis, on va déduire la vitesse de rotation N28. Troisième question, calculer les rapports de vitesse R1 de l'étage 1 et R2 de l'étage 2. Quatrième question, déduire le rapport de vitesse globale du réducteur et calculer le nombre de dents, etc. Donc, on va répondre à toutes ces questions-là tout de suite. Donc, voilà. La cinématique et transmission de puissance. Voilà la première question, et c'était en tenant compte de la vitesse linéaire imposée sur le cahier de charge, qui est 0,27 mètres par seconde, calculer la vitesse angulaire oméga 28 de la roue motrice, 28 en radians par seconde. La roue 28, c'est l'effecteur, elle est là, voilà, c'est celle-là qui est en bleu. On vous demande de calculer sa vitesse angulaire. Alors, on sait que la relation qui lie la vitesse linéaire avec la vitesse angulaire, c'est cette relation-là. V est égal à R fois oméga. Donc, on va tirer oméga. Oméga est égal à la vitesse sur le rayon 28. Donc, ça va donner, si je fais l'application numérique, oméga 28 est égal à la vitesse qui est 0,27 mètres par seconde, divisé par 0,15. 0,15, c'est le rayon, comme vous voyez là-bas, le diamètre 28. Donc, le diamètre, on a divisé le diamètre sur 2. D'accord? Donc, ça donne 0,15. Ça veut dire qu'oméga est égal à 3,6 radians par seconde. La deuxième question, donc à partir de cette vitesse-là, on va en déduire quoi? La vitesse de rotation, la fréquence de rotation N28. Alors, on sait déjà la relation, on a oméga est égal à 2πn sur 60, que vous connaissez tous. On va retirer n d'après cette relation. Donc, on a déjà oméga, application numérique, n est égal à ce qu'on a 3,6 multiplié par 60 sur 2π, ça donne 34,39 tours par minute. Donc voilà pour la première et la deuxième question. Maintenant, je passe à la troisième question. On vous demande de calculer les rapports de vitesse R1 de l'étage 1 et R2 de l'étage 2. Regardons d'abord les étages. Le premier étage, regardez sur le dessin s'il vous plaît. Vous pouvez voir ici sur le dessin. Voilà, ça c'est l'étage numéro 1. Alors voilà, l'étage 1, il est composé de quoi? Il est composé du renvoi d'angle de la pièce numéro 2 avec la pièce numéro 5. C'est la roue dentée 2 qui s'engraine avec
avec 5. D'accord? Alors, pour calculer le rapport, c'est très simple. R1 est égal à Z2. Voilà, Z2 sur Z5. 18 sur 90, ça fait 1 sur 5 est égal à 0,2. Maintenant, pour les tâches numéro 2 que vous voyez en bleu, voilà, les tâches en bleu, c'est quoi le rapport? Donc, le rapport 2 est égal à Z7, voilà, 7, c'est celle-là, 7, sur Z11, d'accord? Divisé par, donc là, c'est le produit des Z menantes sur le produit des Z menées, d'accord? Si je fais l'application numérique, est égal 14 sur 51 est égal à 1 quart, c'est 0,25. Ça, c'est le rapport. Donc, le premier étage nous a donné un rapport de 0,2. Le deuxième étage nous a donné un rapport de 0,25. Maintenant, pour calculer le rapport de la vitesse globale, RG, c'est très simple. Il suffit de multiplier les deux rapports, R1 et R2. Donc, RG est égal à R1 fois R2 est égal à 0,2 est égal à 0,25. Directeur à deux étages. Voilà, donc nous avons le rapport global égal à 0,05. La cinquième question, c'est calculer le nombre de dents Z11 de la roue intermédiaire 11 de l'étage 2. Alors, quand vous voyez sur le tableau ici, on vous demande de calculer le nombre de dents. Alors, pour calculer le nombre de dents, donc on va essayer de voir l'anthrax. Donc, l'anthrax A de 7 et 15 est égal à l'anthrax de 7, 11, comme vous voyez ici. Donc cet anthrax en entier est égal à cet anthrax-là, de 7 avec 11, puis plus l'anthrax de A entre 11 et 15. Voilà, ça, si je fais le calcul, bon, je vais remplacer l'anthrax par sa valeur. L'anthrax, normalement, est égal à M fois Z sur 2, d'accord? Plus, donc, pour chaque anthrax, je vais mettre sa valeur, sa formule. Et après calcul, pour gagner un peu du temps, vous allez faire sortir Z11 à partir de ces opérations. Donc, Z11, à la fin, on va trouver Z11 est égal à 32 dents. Maintenant, on va calculer la vitesse de rotation Nm du moteur en tours par minute. On va prendre N28 égale à 34, Rg est égal. Donc voilà. Donc pour calculer la vitesse de rotation Nm du moteur, la première des choses, c'est de voir l'entrée et la sortie. Donc l'entrée, c'est le moteur. Et la sortie, c'est ça. La sortie, c'est la roue 28. 27 plus 28. D'accord? Donc, on a le rapport global est égal à N28, la sortie sur l'entrée. Ça va donner Nm, est égal à N28 sur le rapport global. Ça va donner 34 sur 0,05, ça va donner 680 tours par minute. Ça, c'est la vitesse de rotation du moteur dans notre système. Maintenant, la dernière question. Pour déplacer les volets, le cahier de charge impose un couple minimal C28 mini sur la roue motrice 28, tel que C28 égale 85 Nm. Le moteur réducteur répond-elle à cette condition? On va justifier s'il répond, le moteur réducteur qu'on vient de faire, le calcul, est-ce qu'il répond à cette condition-là? Voilà, la condition. On sait déjà oméga 28 égale 3,6 radians. Donc, pour cela, on va calculer le couple à la sortie de la roue 28. Donc, à la sortie de la roue 28, on a P28 est égal à oméga 28 fois C. C'est oméga, la vitesse angulaire fois le couple. On a aussi, de même, en regardant ce schéma synoptique, on sait que la puissance à la sortie est égale à la puissance d'entrée, puissance du moteur, divisée par le rapport global de toute la transmission. D'accord? Donc, c'est d'égalité, donc je vais faire l'égalité des deux. Voilà. Donc, oméga 28, C28 est égal à PM fois NG. Et je vais retirer le couple. Bon, c'est simple. C28. Donc, si je fais l'application numérique, ça donne donc 0,5, la puissance du moteur qui est là. Voilà. Multiplié par
multiplié par 100 parce qu'il faut la convertir en watts, parce qu'elle est donnée en kilowatts. C'est la raison pour laquelle on a multiplié par 1000. Multiplié par le rapport global qui est 0,9, voilà, 0,9 multiplié par 0,88 multiplié par le deuxième étage 0,80. Donc le rendement total de la transmission. Bien sûr, est divisé par oméga qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, oméga c'est 3,6 radians. Donc en suivant les calculs, on va retrouver C égale à 90,31 Nm. Maintenant, est-ce que, donc on remarque alors que C28 qu'on vient de calculer, elle est supérieure au couplet minimal donné dans le cahier de charge. Et par la suite, le moteur répond à la condition imposée par le cahier de charge fonctionnel. Donc voilà, on a justifié notre motoréducteur. La dernière question, la dernière question de cette étude, on vous donne le pignon conique 2 est maintenu en position sur l'arbre moteur par l'anneau élastique 4. Donc déjà, vous voyez ici, la première situation, c'est celle-là. La première situation, elle est là. Alors, je vous donne ici le dessin en 3D. Suite à une action corrective, le constructeur envisage d'améliorer ce maintien en position en remplaçant cet anneau-là, élastique, par un écrou hexagonal H, freiné par une rondelle Grower. Alors maintenant, on vous demande de représenter la nouvelle solution à échelle agrandie. Donc voilà, vous avez votre anneau élastique qui est là. Vous avez votre roue, sauf que ici, c'est une roue conique. Là, j'ai trouvé le dessin d'une roue cylindrique. Mais c'est la même chose. Ce qui nous intéresse, c'est le montage. Voilà. Donc on va passer de ce dessin-là vers ce dessin-là. Voilà, vers notre solution que je viens de faire. Donc on a remplacé l'anneau élastique par un écrou hexagonal. Bien sûr, remarquez aussi le montage de la clavette. Il faut laisser un petit jeu ici entre la roue dentée et la clavette. N'oubliez pas aussi là, n'oubliez pas la rondelle Grower, parce qu'on vous demande aussi pour un écrou hexagonal H, voilà l'écrou hexagonal H, freiné par sa rondelle Grower. Voilà, donc ça c'est le dessin, la représentation graphique de la solution qu'on vient de voir. Et bien voilà, donc je crois qu'on a terminé notre application de révision. Donc merci pour votre attention et on se verra à la prochaine séance.